Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre magazine en direct de la rédaction. Comme chaque année, à cette période, il est consacré à l'arrêté des comptes. Pour l'exercice 2015, nous avons souhaité attirer votre attention sur un point particulier. Si les nouvelles règles relatives à l'amortissement et la dépréciation du fonds commercial et du goodwill ne s'appliquent qu'aux exercices ouverts en 2016, certains points sont à prendre en compte dès 2015. Pour aborder cette thématique, je serai accompagnée par M. Jean-Charles Boucher, coprésident de la commission commune de doctrine comptable du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables et de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Puis nous passerons en revue les autres nouveautés les plus significatives et leurs impacts pratiques pour l'arrêté des comptes 2015. Vous pourrez bien évidemment retrouver l'ensemble des thématiques liées à la clôture de l'exercice, ainsi que les nouveautés détaillées et si besoin agrémentées d'exemples d'application dans le dossier du mois de la revue RF Comptable 435 de février 2016. Il est temps à présent d'accueillir Jean-Charles Boucher. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous rappeler quels sont les nouveaux principes applicables en 2016 au fonds commercial et au Mali technique dans les comptes sociaux d'une part et au goodwill dans les comptes consolidés d'autre part? Alors merci beaucoup de m'avoir invité. Effectivement, c'est un sujet qui fait beaucoup de bruit en ce moment puisque les règles ont été définitivement arrêtées par l'ANC au cours du mois de décembre 2015. Alors certes, elles s'appliquent à compter du 1er janvier 2016 et donc c'est un sujet qui peut concerner finalement les entreprises pour l'année prochaine, mais il y a beaucoup d'enjeux qui peuvent se présenter dès 2015 et nous y reviendrons tout à l'heure. Alors la nouvelle règle, quelle est-elle? Donc 3 points comme vous l'avez évoqué, fonds de commerce dans les comptes sociaux, Mali de fusion dans les comptes sociaux et goodwill dans les comptes consolidés. La nouveauté première, ça a été de dire, déjà pour l'ensemble des actifs incorporels, ça a été le premier appel qu'a fait Bruxelles dans sa directive et qui a été transposé en France, c'est de dire que les actifs incorporels étaient amortissables sur leur durée d'utilisation. Durée d'utilisation, ça veut dire qu'il va falloir se poser la question de savoir quelle est effectivement la durée de consommation de cet actif incorporel, chose qu'on n'avait pas forcément l'habitude de se poser comme type de question dans les arrêtés précédents. Donc l'ANC a répondu finalement par ses règlements à cette question en disant d'une part que pour les fonds commerciaux, il y avait une présomption que cette durée était non limitée dans le temps, ce qui est une véritable novation en soi, d'avoir affiché une telle présomption dans les textes français. Donc ça, c'est la première chose. Ça veut dire que les entreprises pourront, le cas échéant, réfuter cette présomption si, de facto, la durée d'utilisation de ce fonds commercial est limitée dans le temps. Par exemple, si on a une activité qui est limitée dans le temps géographique, physiquement ou juridiquement, je fais souvent le cas de référence de concession. Si vous avez une activité qui est de la concession d'autoroute ou de restaurant sur des durées limitées dans le temps, ça serait normal que le fonds de commerce soit amorti sur cette durée puisque l'activité est limitée dans le temps. De la même manière, si une entreprise exploite une carrière, le fait de faire de l'extraction de pierres, ça a une certaine durée dans le temps, il y a une limite dans le temps et ça paraît logique dans ce cas-là d'amortir le fonds commercial sur cette durée. Donc je reviens bien là-dessus, cette novation, c'est d'avoir affirmé dans les textes français que le fonds commercial est présumé avoir une durée non limitée dans le temps, ça veut dire qu'on considère que l'activité est éternelle, quasiment éternelle. Alors, ça, c'est la première chose, donc ça veut dire qu'il va falloir se poser la question de savoir si effectivement cette durée est limitée ou pas dans le temps. Alors après, la deuxième chose qu'il faut bien retenir sur cette notion de durée, c'est que pour les entreprises de taille modeste, qu'on a qualifiées en France et en Europe de petites, c'est-à-dire les entreprises qui font moins de 8 millions de chiffre d'affaires, 4 millions de total bilan et 50 salariés, on va leur permettre de considérer de façon simplifiée que, au lieu de se poser des questions sur les durées, on prendra une durée forfaitaire qui sera de 10 ans et on va permettre à ces entreprises d'amortir leur fonds commercial sur cette durée. Donc ça, c'est quelque chose qui se veut simplificatif. Pourquoi? Parce qu'au lieu de se pencher sur des questions de durée et de justification de durée, savoir si c'est limité ou pas, si la présomption peut être réfutée ou pas, eh bien on va leur simplifier la vie dans la démonstration, dans la documentation de ces durées, en leur disant appliquez un amortissement linéaire sur 10 ans. Alors, cette présomption, quelque part, de dire que ce n'est pas limité dans le temps, ça conduit finalement à ne pas amortir le fonds commercial. C'est quelque chose d'extrêmement fort, comme je l'ai dit. D'un autre côté,
c'est aussi, ça pourrait être considéré comme un danger de laisser ces actifs sans amortissement pendant un certain temps. Donc de laisser des masses d'actifs non amortis, non dépréciés dans les bilans des entreprises, ce n'est pas bon non plus. Et c'est la raison pour laquelle l'ANC, pour éviter justement de donner un blanc-seing à ces fonds commerciaux qui prennent de la taille de façon significative dans les comptes des entreprises, a imposé aux entreprises, dès l'année 2016, à faire un test d'évaluation, de dépréciation obligatoire si les entreprises considèrent que leur fonds commercial a une durée non limitée. Donc ça, c'est une deuxième nouveauté très forte. On va imposer aux entreprises de faire un test de dépréciation pour vérifier que la valeur qui est inscrite dans les comptes de ces entreprises, dans la mesure où elle n'est pas amortie, eh bien que cette valeur est toujours bien là, c'est ce qu'on appelle la valeur actuelle, est-ce qu'elle est toujours existante et elle est supportée par un test d'évaluation. Donc ça, c'est la deuxième nouveauté sur laquelle je pense qu'il est important d'insister parce que les entreprises n'ont pas forcément l'habitude de faire ce type d'exercice systématiquement. Jusqu'à présent, elles le font dès lors qu'il y a un indice de perte de valeur, mais de façon obligatoire, de façon systématique. C'est un exercice qui n'est pas habituel pour les entreprises et a fortiori pour nous professionnels, experts comptables, commissaires aux comptes, ça va nécessairement nous conduire à réviser nos méthodes d'évaluation pour vérifier que ces actifs ont bien la bonne valeur. Donc voilà, je m'étends un petit peu sur cette notion du fonds commercial. C'est très important parce que c'est très novateur pour nous Français et donc je voulais insister particulièrement là-dessus. Votre deuxième question portait sur le Mali de fusion. Alors ça, c'est une spécialité franco-française parce que nos Mali de fusion sont inscrits également dans le poste fonds commercial. Donc on avait un vrai sujet, nous Français, de savoir qu'est-ce qu'on allait faire de cet actif particulier. Et là, ce qu'a décidé l'ANC dans son règlement, c'est d'imposer aux entreprises, à compter du 1er janvier 2016, d'affecter ce Mali qui représente finalement des plus-values latentes sur des actifs qui ont pu être identifiés lors d'opérations de fusion ou de transmission universelle de patrimoine, d'affecter donc ces plus-values aux actifs sous-jacents sur lesquels portent ces plus-values. Donc on va demander aux entreprises de passer une écriture consistant à solder ce compte de Mali technique par l'actif qui est concerné par la plus-value. Donc des IMO incorporels, des immobilisations corporelles, des stocks, des actifs circulants. Et ce qu'on ne pourra pas affecter, finalement, ira sur le poste fonds commercial et suivra le même traitement que celui que je viens de vous exposer. Ça veut dire qu'en faisant ça, on impose aux entreprises un meilleur suivi de leur Mali technique, ce qui est une bonne chose, parce que jusqu'à présent, il faut être honnête, ces aspects étaient mal suivis, mal forcément communiqués aux tiers. On avait des informations obligatoires dans l'annexe, mais force est de constater que sur certaines petites entreprises, on n'avait pas forcément le détail. Et ça va obliger donc l'entreprise à le suivre mieux. À l'inverse, la conséquence de cela, c'est que si le Mali porte sur des actifs qui sont amortissables, eh bien, il faudra en tenir compte dans le plan d'amortissement et amortir ce Mali en même temps que l'actif sur lequel porte la plus-value. Et ça, c'est nouveau. Parce que jusqu'à présent, en France, le Mali n'était pas amortissable. Et là, le fait de dire que s'il porte sur une immobilisation qui est elle-même amortissable, il faudra de facto l'amortir. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau pour 2016 et qu'il faudra, je pense aussi, on verra tout à l'heure, en anticiper une partie en 2015. Et puis la dernière question que vous m'avez posée concerne le goodwill. Donc, nous, en France, on a une obligation jusqu'à présent d'amortir de façon linéaire notre écart d'acquisition dans les comptes consolidés français. Très honnêtement, on ne se posait pas trop la question de la durée. On prenait des durées les plus longues possibles où on essayait de combiner ces durées par rapport au plan d'affaires, aux synergies que pouvaient dégager ces écarts d'acquisition. Aujourd'hui, avec cette règle, eh bien, on a laissé l'option implicite aux entreprises de dire si oui ou non cet actif, ce goodwill, avait une durée limitée ou pas. Donc ça veut dire que si l'entreprise est en capacité de donner une durée et qu'elle la documente, cette durée, grâce notamment aux indicateurs qu'a pu donner l'ANC dans son règlement et dans sa note de présentation, eh bien, elle va l'amortir sur cette durée. Si en revanche, elle ne peut pas, ou elle considère que la durée est non limitée, elle va l'amortir elle ne l'amortira pas, puisque ce n'est pas limité. Et si en revanche, elle n'est pas capable de faire l'exercice pour dire si c'est limité ou pas, à ce moment-là, elle l'amortira sur 10 ans.
obligatoire sans pouvoir justifier plus en détail cette durée-là. Elle peut appliquer la règle des 10 ans forfaitaires. Alors, ça nécessite un gros travail pour les entreprises, honnêtement, parce qu'aujourd'hui, on amortissait sans vraiment se poser la question. Il va falloir se reposer la question de savoir si oui ou non la durée choisie par l'entreprise est une bonne durée ou pas. Alors, j'ai oublié de vous dire que, je vous parle des 10 ans, si on n'est pas capable de trouver la durée, ces 10 ans, ils s'appliquent aussi sur le fonds commercial. Tout à l'heure, si l'entreprise n'est pas capable de dire s'il y a présomption ou pas, ou s'il y a une durée limitée ou pas, si elle ne prend pas l'option des 10 ans parce qu'elle est petite, eh bien, de facto, elle devra appliquer 10 ans. Autrement dit, l'entreprise qui n'est pas capable de documenter sa durée, elle devra prendre 10 ans. Voilà. Très bien. Bon, vous avez déjà commencé à répondre, à donner un peu de détails et d'exemples. Mais vous ai mis l'eau à la bouche pour la suite des questions. Voilà, j'allais vous demander concrètement qu'est-ce que ça va changer dans les pratiques actuelles. Vous l'avez abordé, mais est-ce que vous voulez détailler un peu plus? Bien sûr. Alors, ça risque de changer beaucoup de choses, et ce, dès 2015. C'est pour ça que c'est important qu'on fasse cet exposé aujourd'hui, dans le cadre de l'arrêté des comptes, parce qu'on sous-estime peut-être ce travail. Donc, ça va... Plusieurs possibilités, enfin plusieurs problématiques vont se poser pour les entreprises. D'abord, il va falloir qu'elles se reposent des questions sur la composition de ces actifs qu'on vient d'évoquer. Qu'est-ce qu'elles ont dans leur fonds commercial aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles ont comme mali de fusion aujourd'hui? Sur quel type d'opération cela porte? Comment ont été calculées ces plus-values latentes dont je parlais tout à l'heure, qu'on va être obligé de réaffecter ces postes? Alors on me dit 1er janvier 2016, certes, mais c'est 31 décembre 2015 aussi. Le 1er janvier ou 31 décembre, c'est pareil. Donc il va y avoir vraiment une recherche historique de certaines compositions de fonds commerciaux, de mali de fusion, voire des cartes d'acquisition dans les comptes consolidés. Pourquoi faire ces analyses? Pour s'assurer que la durée qui a été choisie n'est pas à remettre en question dès 2016. Et c'est là où il y a un travail à anticiper, et je le dis à chaque fois que je peux avoir l'occasion de le faire. Pour les professionnels, pour les entreprises, il va falloir se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on a dans ces postes dès la clôture pour, le cas échéant, éventuellement passer des écritures de réaffectation. Je donne souvent l'exemple du fonds commercial qui est finalement un fourre-tout, si je peux me permettre, pour les comptes sociaux. On est souvent oublié d'aller savoir ce qu'on avait acquis quand on avait acquis des fonds de commerce, quand on avait acquis des activités. On a oublié de se poser la question de savoir de quoi était composé mon fonds commercial. Est-ce que j'ai, alors c'est certes l'achalandage, la clientèle, mais est-ce que je n'ai pas dans mon prix finalement d'autres composantes, comme par exemple des droits au bail, des brevets, des marques, qu'on aurait dû déjà isoler et qu'on n'a peut-être pas forcément isolé. Et aujourd'hui, on va appliquer à ces actifs des règles qui ne sont pas forcément conformes. Donc, anticiper au maximum cette recherche pour pouvoir en tirer les conséquences, parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va rentrer peut-être un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais dès lors qu'on va se lancer dans un test de dépréciation qui est obligatoire pour 2016, il va falloir en tirer les conséquences. Imaginons le cas d'une entreprise qui va devoir passer une dépréciation en 2016. Bien, j'espère pour elle qu'elle aura fait l'analyse en 2015, parce que si elle ne l'a pas faite, on ne comprendrait pas pourquoi il y a dépréciation en 2016 et pas en 2015. Parce que ce test, il est obligatoire, mais il va falloir quand même regarder s'il n'y a pas de mauvaise surprise. Parce qu'a priori, il ne devrait pas y en avoir de mauvaises surprises, et c'est la raison pour laquelle l'ANSEE a proposé que ces dépréciations qui sont devenues obligatoires dès 2016 passent en résultat 2016 et non pas en capitaux propres. Parce qu'elle estime, l'ANSEE, qu'a priori, il n'y aurait pas de mauvaise surprise. Donc c'est pour ça que je suis très content qu'on ait ce débat aujourd'hui, parce que je pense qu'il va falloir dire aux gens, commencer à regarder de quoi sont composés tous ces actifs qu'on vient de traiter, et commencer à travailler sur les évaluations pour voir si on n'a pas une mauvaise surprise à anticiper. Donc on va le revoir cas par cas tout de suite, je pense, dans les différentes... Et on comprend la nécessité d'analyser dès 2015. Absolument, et de commencer à faire un peu de pédagogie auprès de nos clients et auprès de nos collaborateurs, parce que je vous assure que faire de l'évaluation, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc une fois qu'on a analysé, après cette analyse, le cas échéant, l'apurement du poste fonds commercial, pourquoi les entreprises ont-elles intérêt à effectuer les tests de dépréciation dès 2015? Vous l'avez un peu évoqué. Oui, je l'ai un peu aussi, dit, voilà. Mais c'est pour ça que je vous dis, il faut commencer pour éviter la mauvaise surprise. Mettez-vous à la place du commissaire aux comptes qui va certifier des comptes en 2016 avec une dépréciation qui aura été certainement très justifiée. La première question que va poser l'actionnaire, voire le tiers quand il va lire ses comptes, mais pourquoi n'a-t-il rien fait en 2015?
S'il a passé une dépréciation en 2016, a priori, il aurait dû déjà se poser la question d'une perte de valeur en 2015. Donc le travail qu'il a fait en 2015, est-il satisfaisant ou pas, d'un point de vue d'expert comptable ou d'opinion, d'un point de vue de commissaire aux comptes? Je pense qu'il faut faire très attention à ça. Il faut anticiper ces sujets d'évaluation très vite et d'affectation des postes aussi, parce que en ayant affecté les différentes composantes des éléments acquis, on va peut-être se poser des questions d'évaluation et autant, dans la mesure du possible, passer ces éléments dès 2015. Alors, ce que je voudrais rajouter, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure en préalable, c'est que Bruxelles, dans sa directive, a interdit la reprise de dépréciation des dépréciations passées sur les fonds commerciaux et sur les écarts d'acquisition. C'est irréversible maintenant. Dès lors qu'une dépréciation est comptabilisée, elle est irréversible. Jusqu'à présent, dans nos comptes sociaux, quand on dépréciait un fonds de commerce et que les affaires étaient meilleures après coup, on était en capacité dans les comptes sociaux de reprendre cette dépréciation. Dans les comptes consolidés, la dépréciation qui a été comptabilisée était considérée comme un amortissement exceptionnel, donc définitive. Donc finalement, cette nouvelle disposition que je viens de vous évoquer n'a pas d'incidence dans les comptes consolidés français puisque la dépréciation passée était définitive. Donc le fait que ça ne soit pas possible d'être repris, ça ne change rien pour les comptes consolidés. En revanche, pour les comptes sociaux, ça peut avoir un enjeu. Et là aussi, il faut peut-être anticiper parce que si l'entreprise se rend compte qu'il faut reprendre cette dépréciation, il faut qu'elle le fasse vite, maintenant, au 31 décembre 2015, parce qu'en 2016, c'est fini. Elle ne pourra pas le faire. Et ça a des enjeux qui peuvent être fiscaux, puisque moi j'ai eu l'occasion d'en discuter avec l'administration fiscale qui a dit, jusqu'à présent, j'acceptais peut-être de prendre en considération fiscalement une dépréciation d'un fonds de commerce, parce que je savais qu'un jour ou un autre, vous allez la reprendre. Mais à partir du moment où vous allez dire à l'administration, si finalement je ne peux pas la reprendre, va-t-elle, elle, accepter de déduire une dépréciation aujourd'hui fiscalement? Ce n'est pas évident. Donc c'est pour ça, autant faire cet exercice d'analyse dès 2015 et en tirer les conséquences rapidement pour éviter les mauvaises surprises en 2016. Jean-Charles, j'aimerais maintenant qu'on aborde le sort du Mali technique dont les actifs sous-jacents qui le composent figurent actuellement dans l'annexe. Alors pourquoi est-il important de vérifier cette affectation dès 2015 ? Alors, vous dites, figure actuellement dans l'annexe. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les entreprises, malheureusement. Souvent, les montants sont, sur certaines d'entre elles, pas significatifs, donc l'annexe ne va pas forcément donner un détail. Maintenant, il va falloir passer une écriture comptable, comme je vous l'ai dit, au 1er janvier 2016. Donc, il va falloir nécessairement aller faire des recherches pour aller voir sur quoi porte ce Mali, sur quelle plus-value latente d'actifs il porte ce Mali, et surtout identifier les actifs corporels amortissables sur lesquels il pourrait porter, parce que ça pourrait remettre en cause le résultat de l'entreprise et autant anticiper au maximum ce résultat. Donc pour moi, l'analyse en 2015, elle est essentielle pour être sûr de la composition de ce poste, revoir avec le dirigeant d'où vient ce Mali, finalement, hein, ces opérations-là, commencer les recherches pour éviter d'avoir à les faire en 2016, se reposer des questions d'évaluation en 2016, d'amortissement en 2016, autant anticiper le sujet avec le client, puisque de toute façon, ces écritures doivent être passées au 1er janvier, et imaginons les entreprises qui vont devoir faire des comptes intermédiaires entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016, de toute façon, il va falloir qu'elles se posent la question dans le courant du premier trimestre 2016. Donc, c'est, à mon avis, un travail conséquent. Moi, je sais qu'au bureau, on a essayé de le faire sur un certain nombre d'entreprises. Force a été malheureusement de constater que pour beaucoup, l'information en annexe n'existait pas, même si elle était obligatoire, parce que les montants n'étaient pas significatifs. Les professionnels avaient considéré que ce n'était pas utile de le faire. Néanmoins, vous avez quand même un Mali qui est à affecter. Qu'il soit de 0 ou de 20 milliards, il faudra passer, enfin de 1 euro à 20 milliards, il faudra de toute façon l'affecter. Donc, il y a un travail de recherche à faire dès 2015 et éventuellement se reposer les questions de calcul de ce Mali si on n'arrive pas à retrouver les éléments historiques. L'ANC a permis, dans le cadre de la reclassification des postes, de refaire l'évaluation des plus-values latentes sur une base plus récente. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on peut anticiper en 2015, notamment si le Mali concerne des actifs qui ont vécu leur vie, qui ont été amortis sur un plan d'amortissement, dont la valeur comptable est peut-être en valeur nette une valeur nulle, et on va se retrouver à avoir un Mali affecté à un actif qui a été amorti. Ce qui veut dire que, de facto, le Mali doit passer à la trappe.
Donc autant anticiper cette situation, refaire les calculs sur la base d'éléments récents et de façon à revoir, le cas échéant, l'affectation de ce Mali et éventuellement en tirer les conséquences en 2015 dans une information en annexe. On a compris, vous avez bien insisté sur la situation au 1er janvier 2016 et donc au 31 décembre 2015. Mais là, concrètement, début 2016, si je fais une fusion avec un Mali, qu'est-ce qui se passe? Alors, justement, au 1er janvier 2016, vous l'avez compris, il faut faire une affectation du Mali sur les différents postes qui composent la plus-value latente qui résulte du calcul du Mali. Donc il va falloir demander, on a demandé aux entreprises d'aller refaire une photographie de la situation. Eh bien, cette démarche est identique pour toutes les nouvelles fusions qui vont avoir lieu à compter du 1er janvier 2016. Donc l'ANC est en train de finaliser un règlement qui va revoir complètement les règles de calcul du Mali de fusion. Je vais y revenir 5 minutes dessus parce que c'est important d'anticiper. Hein. Non, non, je vous promets. Mais ce qui est important de savoir, c'est que dès lors que vous aurez une fusion en l'état actuel des textes qui sera faite dans le courant du premier trimestre 2016, il faudra réaffecter le Mali technique sur les différents postes qui composent, ce Mali, donc sur les actifs sous-jacents. Donc on va demander aux entreprises d'aller expliquer, alors peut-être pas dans leur traité, mais en tout cas comptablement, sur quoi portent les plus-values latentes, élément par élément. Combien sur les immobilisations incorporelles, combien sur les immobilisations corporelles, les actifs circulants, les stocks ou autres, et le reste, si elles ne le savent pas, à quoi l'affecter, ça ira sur un poste fonds commercial qui est le résiduel de cette affectation et chacun des postes vivra sa vie au niveau des dépréciations et de l'amortissement. Donc, pourquoi je vous disais suivre l'actualité ANC sur ces sujets-là? Parce que l'ANC envisage de revoir le calcul du Mali technique et notamment des plus-values latentes. Aujourd'hui, ces plus-values latentes sont calculées nettes d'impôts. C'est-à-dire qu'on a pris un impôt théorique, différé d'une certaine manière, sur ces plus-values latentes, mais on est resté très théorique et global. L'idée de l'ANC, c'est d'aller prendre en compte un impôt latent uniquement sur les immobilisations cessibles à court terme, sur les éléments d'actifs ou immobilisation ou autres éléments d'actifs qui seraient cédés dans un laps de temps assez court. Et de prendre donc cet impôt uniquement sur ces éléments-là. Donc ça, c'est une nouveauté. Je suis content que vous me posiez la question pour 2016, parce que ça peut être un sujet là d'aujourd'hui, hein, on est en février, ça peut être un sujet qui peut se poser. Attention au calcul, ça c'est dans le texte qui est déjà parti, dans le règlement de 2015 de l'ANC qui traite de cette réaffectation. L'ANC est allé un peu plus loin en disant, attention, le Mali va se recalculer de façon différente, et notamment la différence, c'est l'impôt. Outre l'affectation, il faudra revoir le calcul de la plus-value latente en tenant compte de l'impôt différé spécifiquement sur les éléments cédés à court terme. Voilà. Donc ça, c'est une nouveauté qu'on peut anticiper dès maintenant. L'occasion peut-être de se revoir aussi, pour voir si ça bouge. Avec plaisir. Très bien. En cours d'année, ça sera l'occasion de faire un point sur tous ces sujets. De toute façon, l'ANC a dans sa feuille de route le règlement fusion qu'il faut revoir. Il y a d'autres sujets, notamment sur des problématiques de valorisation entre valeur réelle, valeur nette comptable. L'ANC a décidé de mettre tout à plat et de se reposer les vraies questions et d'avoir un nouveau règlement fusion et opérations assimilées en 2016. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Charles, d'être passé par notre plateau. J'étais ravi de faire cet échange avec vous. À bientôt. À bientôt. Nous allons maintenant passer en revue les autres nouveautés les plus significatives et leurs impacts pratiques. Vous nous avez rejoint, Stéphanie, bonjour. Bonjour. Débutons avec la provision pour contribution patronale sur les attributions gratuites d'actions. Rappelez-vous, cette provision concerne les sociétés par actions qui attribuent des actions gratuites à leurs salariés ou leurs dirigeants. Ces conditions d'exigibilité ont été modifiées par la loi Macron en août dernier et les entreprises doivent être vigilantes sur ce point pour leur clôture des comptes 2015. Alors tout d'abord, une contribution patronale doit être en principe versée par les sociétés par actions qui attribuent des actions gratuitement à leurs salariés ou mandataires sociaux ou à ceux des sociétés qui leur sont liées. Le bénéficiaire de ces actions gratuites ne devient propriétaire des actions qu'après une période minimale. Cette période est appelée la période d'acquisition ou vesting.
Depuis la loi Macron, 3 changements sont intervenus pour les attributions gratuites d'actions autorisées par Assemblée générale extraordinaire, donc à compter du 8 août 2015. Premier changement, l'assiette de la contribution patronale a été modifiée et son taux a baissé à 20%, donc au lieu des 30%. Deuxième changement, les PME peuvent être exonérées de contributions patronales si elles n'ont pas versé de dividendes depuis leur création et si les AGA au cours des 3 années précédentes n'ont pas dépassé le montant annuel du plafond de la sécurité sociale par le bénéficiaire, donc soit 38 040 € pour 2015. Pour terminer, les périodes d'acquisition et de conservation des actions ont été réduites et surtout, la contribution est désormais exigible le mois suivant la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire, alors qu'auparavant, elle était exigible le mois suivant la décision d'attribution et non d'acquisition des actions. Concrètement, les entreprises concernées doivent comptabiliser un passif à la clôture en application de l'avis CNC 2008-17, la contribution étant enregistrée au compte 648, c'est-à-dire autres charges de personnel. Signalons d'ailleurs que la provision est à étaler sur la durée d'acquisition des actions. Ce point est détaillé dans le dossier de la revue RF Comptable. Pour les experts du groupe Revue Fiduciaire, la provision comptabilisée n'est pas déductible fiscalement à la clôture 2015, car la contribution sera déductible du résultat fiscal de l'exercice en cours à la date de son fait générateur. Cette date, depuis les modifications apportées par la loi Macron, correspond à la date d'acquisition des actions par les bénéficiaires. Alors en pratique, les entreprises doivent réintégrer cette provision sur le tableau 2058A de leur IAS fiscal au titre de l'arrêté des comptes 2015 et elles doivent la mentionner sur le tableau 2058-B. Poursuivons maintenant avec les stocks. Le Conseil d'État a précisé que les marges arrière ne viennent pas minorer le coût de revient des stocks chez le distributeur, car les marges arrière qu'il perçoit, même si elles sont calculées en fonction du montant des achats, ne sont pas assimilées à des remises, rabais ou escomptes de règlement. Alors oui, les marges arrière sont comptabilisées en produits chez le distributeur au moment de leur facturation aux fournisseurs. Cette jurisprudence intéresse directement les entreprises de la grande distribution et intéresse indirectement leurs fournisseurs. Autre point de vigilance à prendre en compte à la clôture 2015, la participation des salariés. La mise en place de la participation des salariés est obligatoire à partir de 50 salariés. Donc depuis le 8 août 2015, ce seuil de 50 salariés doit être atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 derniers exercices et non plus pendant 6 mois au cours de l'exercice considéré. Un plus grand nombre d'entreprises sont donc susceptibles de devoir mettre en place un accord de participation. Pour entrer un peu plus dans les détails pour les entreprises qui ont conclu un accord d'intéressement, l'obligation de participation ne s'applique toutefois qu'au 3e exercice clos après le franchissement du seuil d'assujettissement sous certaines conditions. Par ailleurs, les sommes versées au titre de la participation peuvent être soumises, là aussi sous certaines conditions, à un taux de forfait social réduit. Ainsi, au lieu du taux normal de 20%, les versements de participation effectués à compter de 2016 par les entreprises de moins de 50 salariés ayant conclu un accord dérogatoire peuvent bénéficier d'un taux de forfait social réduit à 8% pendant 6 ans lorsqu'elles concluent pour la première fois un accord de participation ou si le dernier accord date de plus de 5 ans. Pour la clôture 2015, des entreprises concernées par la réduction du taux du forfait social, cela va avoir pour effet d'augmenter le montant de la réserve de participation. Le forfait social assis sur la participation est comptabilisé en charge à payer au débit du compte 645 en contrepartie du compte 4386. Signalons également que le point de départ de la date d'indisponibilité des droits à participation est également reporté à 5 ans à compter du premier jour du 6e mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés, au lieu du premier jour du 5e mois. Ceci impacte également le calcul des intérêts de retard de versement de la réserve le cas échéant. La taxe sur les bureaux, à présent, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, ce qui concerne en pratique les nombreuses entreprises qui clôturent leurs comptes au 31 décembre, la taxe annuelle sur les bureaux n'est plus déductible fiscalement. Pour déterminer leur résultat fiscal 2015, les entreprises et donc les professionnels du chiffre devront réintégrer extra-comptablement cette taxe sur le tableau 2058-A de leur liasse fiscale. Alors, à noter que la surtaxe sur les surfaces de stationnement qui est venue s'ajouter à la taxe annuelle sur les bureaux depuis le 1er janvier 2015 reste en revanche déductible.
D'un point de vue pratique, les experts du groupe Revue Fiduciaire conseillent de comptabiliser ces deux taxes dans des sous-comptes distincts du compte 6358 nommé Autres impôts, taxes et versements assimilés. Parmi les nouveautés figurent également les différentes mesures issues des lois de finances de fin d'année en matière d'amortissement exceptionnel et de suramortissement. Vous les retrouverez détaillées dans le dossier arrêté des comptes de la revue RF Comptable avec des exemples de calcul. Les principales nouveautés susceptibles d'impacter la clôture 2015 sont les suivantes. Les imprimantes 3D acquises ou fabriquées entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2017 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur 24 mois à compter de la date de leur mise en service. Et l'amortissement exceptionnel des robots industriels est prorogé d'1 an, soit jusqu'au 31 décembre 2016. Du point de vue fiscal, la déduction de l'amortissement exceptionnel est subordonnée à sa comptabilisation. S'agissant cette fois-ci du suramortissement en faveur de l'investissement productif, signalons tout d'abord qu'il a été étendu au matériel de remontée mécanique pour les biens acquis ou fabriqués du 15 avril 2015 au 31 décembre 2016. Par ailleurs, pour les autres matériels d'investissement productif qui étaient déjà éligibles au suramortissement depuis avril 2015, certaines entreprises agricoles peuvent depuis le 15 octobre 2015, elles aussi, bénéficier de ce suramortissement. Enfin, les biens pris en crédit-bail, LOA ou contrat d'affermage peuvent en bénéficier sous certaines conditions. Alors comme les dates d'éligibilité au suramortissement sont différentes suivant les matériels concernés, un tableau récapitulatif est là aussi disponible dans la revue RF Comptable pour que nos abonnés puissent facilement s'y retrouver. On peut également signaler qu'un autre dispositif de suramortissement entre en vigueur, mais seulement à compter de 2016. Il concerne le secteur des transports et vise les véhicules dits propres. En tout état de cause, lorsqu'une entreprise peut bénéficier de ce suramortissement, il prend la forme d'une déduction exceptionnelle égale à 40% de la valeur d'origine. Cette déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens, n'est-ce pas? Oui, il est important de noter que ce suramortissement n'est pas comptabilisé car la déduction exceptionnelle n'a qu'un impact fiscal sans impact sur le résultat comptable. Elle est donc déduite extra-comptablement sur le tableau 2058-A, plus précisément une case spécifique intitulée X9 et dépendant de la ligne XG déduction diverses a été créée dans ce tableau 2058-A de l'alias fiscal millésimé 2016. Merci Stéphanie de m'avoir accompagnée pour cette deuxième partie d'émission. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce magazine consacré à l'arrêté des comptes. Prochain rendez-vous avec les experts du groupe Revue Fiduciaire le mois prochain. Et d'ici là, l'info continue sur notre web TV avec le JT, notre rendez-vous quotidien d'actualité juridique. À très vite.